Avec SNCF Connect, on est sur le tout-en-un des mobilités. Et le tout-en-un des mobilités, ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus uniquement au ferroviaire, mais on inclut l'ensemble des mobilités de bout en bout, parce qu'à nouveau, on n'habite pas dans une gare, on ne va pas travailler dans une gare. Aujourd'hui, ce que l'on fournit déjà, et ce depuis le lancement, c'est la faculté d'avoir des itinéraires de bout en bout. On rentre une adresse, on va à une autre adresse, et on fournit l'itinéraire de bout en bout avec la nature des transports qui peuvent être utilisés. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Voiture, train, avion, autocar, transport en commun, vélo, les enjeux de mobilité n'ont jamais été aussi forts aujourd'hui que depuis des décennies. Entre changement climatique, transition énergétique, inflation ou encore réglementation, un nombre incroyable de pressions nous pousse à reconsidérer notre interprétation du transport. Plus que jamais, les technologies viennent apporter leur concours à la redéfinition de l'usage de nos mobilités, et les business models s'adaptent. Pour en parler, je vous présente l'un des plus grands opérateurs de transport français par le nombre de voyages effectués et qui est également une marque connue, ultra connue de nous tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne Pruvot, DG de SNCF Connect et Tech, qui n'a jamais été utilisateur de cette app pour réserver son train. Impossible de passer à côté. Avec Anne, nous allons maintenir l'organisation habituelle de notre conversation. Dans un premier temps, nous parlerons du marché de la mobilité en général, c'est-à-dire que nous aborderons les enjeux dans leur globalité. Nous poursuivrons par la proposition de valeur de SNCF Connect. Pour rappel, c'est l'un des plus gros e-commerçants français et clairement l'un des plus anciens, pour ne pas dire le plus ancien, surtout si l'on prend en compte l'époque du Minitel. Bref, vous le verrez, le périmètre des responsabilités d'Anne inclut la technologie et l'innovation. Avec elle, nous verrons comment ces dernières viennent servir le business et l'expérience utilisateur. Je crois aussi qu'avec notre invité, nous verrons quelques nouveautés qui vont arriver. Enfin, nous ferons un focus sur la relation client. Plus que jamais pour SNCF Connect, la donnée, le CRM, l'acquisition et la fidélisation doivent se trouver au centre des priorités. Mais avant de commencer, Anne, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors en quelques mots, le transport, le tourisme, la mobilité, le digital, la manière dont on va chercher les clients dans ce secteur, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors petite, quand j'ai débuté ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de découvrir ce secteur à travers le métier de consultant. Et de faire toute ma carrière. En général, les consultants deviennent consultants pour changer de secteur, pour voir différents secteurs. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai choisi un secteur et j'ai gardé mon métier de consultant pendant quelques années. Alors, on va revenir en détail parce qu'effectivement, c'est une partie importante de ta carrière professionnelle, le métier de consultant. Tu es plutôt ingénieur, plutôt commercial. C'est quoi les études que tu as fait avant de commencer ?
C'est une très très bonne question, puisqu'effectivement tout ça mène au métier de consultant. Donc je suis plutôt d'origine commerciale, hein. J'ai fait HEC et ensuite me suis lancée assez vite dans cette carrière professionnelle. Tu as été diplômée en quelle année? Juste pour qu'il y ait des points de passage. On fait vraiment le CV en fait. Ah non, on ne fait pas vraiment le CV, mais c'est important de replacer les choses dans leur contexte. Sur LinkedIn, tout le monde peut voir ton profil. Si je dis pas de bêtises, ça doit être aux alentours de 95. Oui, voilà. Bonne mémoire. Voilà. Donc, tu es diplômé et là, tu embrasses cette carrière du conseil. Exactement. Je le fais même en tant que stagiaire en étant à HEC. Et j'ai gardé le même employeur entre stagiaire et le début de ma carrière professionnelle. Et réellement, autant il y avait quelques secteurs où je me disais que c'était pas forcément là où je m'épanouirais. Et en fait, j'ai découvert ce secteur, sincèrement, de la mobilité, du tourisme, avec la faculté de faire rêver en fait des voyageurs, de les faire partir ailleurs. Je trouve ça assez magique. Bien plus magique que de vendre des objets consommables et jetables. Là, on vend beaucoup plus du rêve, de la destination. Il y a une forte notion d'émotion, en fait. Exactement. Et ça, j'ai toujours trouvé ça assez extraordinaire. Après, il y a d'autres particularités de ce secteur qui ont leurs propres contraintes. Et donc, effectivement, j'ai fait ma carrière de consultante donc d'abord chez Accenture, où j'ai passé plus de 20 ans. Et petite particularité, quand j'étais dans cette belle société de conseil, j'ai eu comme client, entre autres, un grand groupe français qui s'appelle SNCF et qui, à l'orée des années 2000, s'est posé la question alors on n'appelait pas ça digital à l'époque, on appelait ça e-commerce. Il y avait plein de groupes qui lançaient des filiales Internet, avec plus ou moins de business model, c'est un peu comme certaines startups aujourd'hui. La SNCF a posé la question à un cabinet de conseil, en l'occurrence Accenture, c'était à l'issue d'un process évidemment compétitif, et si on crée une structure Internet, quels objectifs elle peut nous permettre d'atteindre, qu'est-ce qu'on va faire de mieux, de plus, et quelles sont les conditions de succès pour y arriver. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a contribué à cet effort, puis qui a aidé le groupe SNCF à monter cette fameuse filiale qui s'appelait à l'époque voyagesSNCF.com, qui est l'ancêtre en fait de SNCF Connect and Tech. Donc en fait, quand je suis revenue, là je fais un peu un fast forward 2021. Quand je suis revenue ici, T'étais presque chez toi. Voilà. Et j'ai reconnu d'ailleurs un certain nombre de personnes. Pendant ces belles 20 années passées chez Accenture, évidemment, on comprend que tu as découvert ce secteur du voyage, du transport, de la mobilité. C'est uniquement ce secteur-là sur lequel tu as travaillé. Et puis, quelle a été ta progression en 20 ans? Tu passes de stagiaire à consultant, puis à la fin, tu dois être membre du COMEX ou quelque chose comme ça. Comment ça s'organise un peu, cette durée de 20 ans pendant laquelle tu as progressé? Quels sont les défis véritables, les challenges auxquels tu as été confronté, en dehors de, typiquement, ce que tu viens de nous décrire avec la SNCF? T'en ressors avec quel asset, en fait, de tout ça? Donc effectivement, une carrière de consultant, c'est une carrière où on est rythmé par des promotions et où en fait on a un peu une obligation de grandir à chaque fois, de grandir en connaissance d'un ou plusieurs secteurs, en connaissance d'éléments structurants de métiers. Ça peut être le métier de la vente, ça peut être le métier de la technologie, ça peut être le métier du marketing. Donc il y a ce besoin à chaque fois de prendre plus d'ampleur, de développer de l'impact vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis d'un marché. Et ça s'apprend autant par des techniques que surtout par la pratique. Et c'est une des grandes vertus de tout ça. Et puis, à la fin, effectivement, on peut se retrouver patron d'un secteur et membre du COMEX d'une entreprise. Et
Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ouais, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Là, tu nous décris le process. Oui, exactement. Et on comprend pourquoi en 20 ans, tu es passé de stagiaire à membre du COMEX. Voilà, ça s'inscrit dans une logique. Tu as fini par en partir. Tu vas nous dire d'ailleurs, pendant 4 ans, tu as fait autre chose avant d'arriver chez SNCF Connect. Mais t'en pars véritablement avec quoi? Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des moments dans ta vie de tous les jours où tu te rappelles de ce que tu as appris pendant ces années-là et tu dis, je suis contente finalement d'avoir cette expérience-là. C'est ce que je cherche à te faire dire en fait. Oui, j'entends bien. Ce que j'en retiens, et c'est quelque chose qui m'est très personnel, bien sûr. parce que tout le monde n'en retient pas exactement la même chose. Moi, ce que j'en retiens, c'est d'avoir eu la faculté de m'intéresser à l'intégralité des métiers d'une entreprise et avoir la faculté de plonger en détail dans chacun des éléments de cette entreprise et d'en avoir compris les tenants et les aboutissants. Ça, c'est un point très important parce que, in fine, quand on devient dirigeant, que ça soit en progressant dans une carrière de conseil ou en prenant la tête d'une entreprise comme SNCF Connect & Tech, en fait, bien comprendre ce qui se passe opérationnellement sur le terrain, ça ne veut pas dire être capable de le faire parce que j'ai des gens qui ont des expertises absolument incroyables dans cette entreprise et je suis totalement incapable de faire ce qu'ils font, mais par contre je comprends ce à quoi ils servent et comment ils contribuent à la performance de l'entreprise, c'est ça le plus important. Et en fait c'est arriver à mettre bout à bout tous ces éléments qui contribuent à la performance de l'entreprise. Ça c'est un point très important que je retiens finalement de toute ma carrière. Et le deuxième point, c'est la place structurante justement de l'expertise portée par les équipes, individuellement ou collectivement. Et le fait que si on n'a pas les bonnes expertises au bon endroit pour progresser, pour transformer, on n'y arrive pas. Et ça... il y a une notion de confiance aussi au travers de tout ça. Oui. Faire confiance à des experts pour pouvoir avancer. Tout à fait, tout à fait. Tu pars de... Alors, avant que tu ne partes, tu nous racontes que ton départ d'Accenture, pendant 20 ans, j'imagine que tu as été aussi le témoin de transformations majeures dans les organisations que tu as pu accompagner. C'est quoi ce qui est le plus symptomatique de ces transformations? Excellente question. Je pense que ce qui a été le plus symptomatique, c'est probablement le renversement de relations entre ce qu'on va appeler les fournisseurs et les clients. Pourquoi je le formule comme ça? Alors, je vais prendre à nouveau le secteur du tourisme, du transport, qui est le secteur à nouveau que je connais le mieux. Un peu le sujet du moment. Voilà, exactement. En fait, pendant très longtemps, et ce jusqu'à à peu près, on va dire, 2005, quelque chose comme ça, toutes les entreprises du secteur du tourisme, du transport, avaient besoin d'intermédiaires pour parler à leurs clients. Ces intermédiaires, c'était les agences de voyage. Alors, il en reste encore plein et des extrêmement fortes aujourd'hui des agences de voyage, mais il y a de plus en plus de relations directes. En fait, il n'est pas rare que chacun d'entre nous achète directement, réserve directement sa nuit d'hôtel auprès d'un hôtel, achète directement ses billets de train, je l'espère à travers SNCF Connect, achète directement son billet d'avion. Ça n'existait pas avant, c'était minoritaire. Donc, en fait, la révolution e-commerce, digitale, tout ce qu'on peut imaginer derrière tout ça, a renversé complètement le lien avec le client, la faculté de s'adresser au client, de l'accompagner, parce qu'en fait, quand on a une agence de voyage qui est un intermédiaire entre n'importe quel transporteur ou hébergeur et le client, c'est encore plus fort pour les transporteurs, en fait, quand il y a la moindre anicroche dans la prestation de service, en fait, vous avez un intermédiaire entre les deux parties qui soit ne transmet pas d'informations, soit n'a pas la bonne attitude client. Là, ça redonne
beaucoup de responsabilités, beaucoup de pouvoir, mais beaucoup de responsabilités aux fournisseurs, donc le transporteur, l'hébergeur, peu importe, vis-à-vis de son client. Donc, ça a entraîné pas mal de transformations, et je sais que tu vas venir à la fin sur la question de la relation client, mais ça transforme fondamentalement la relation client parce que ça donne beaucoup plus de responsabilités à ce fournisseur. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le secteur, au cours des dernières années, est beaucoup moins intermédié. Et on est beaucoup plus en D2C, direct to the consumer. On le voit aussi à travers des marques, par exemple Nike, qui le fait de plus en plus. Et tu as été témoin de ça. Finalement, tu pars de chez Accenture et tu vas dans un autre cabinet de conseil qui s'appelle Oliver Wyman. Qui fait quoi? Qui est autant Accenture a un panel assez large de prestations de consulting jusqu'à la technologie, jusqu'à de l'externalisation. Oliver Wyman est centré sur un seul métier de consulting qui est la stratégie. Et là, aux surprises, je travaille à nouveau sur le secteur du transport, du tourisme et sur les problématiques digitales associées. À moitié une surprise, on est d'accord. On est d'accord. Et leurs problématiques digitales. Ce qui est intéressant, c'est que autant les années 2000-2015 nous avaient amené du e-commerce au mobile commerce. En fait, la deuxième partie des années 2010, donc à partir de 2015-2016, en fait, on tombe dans ce qui d'une certaine manière, anticipe ce qu'on vit aujourd'hui avec les chats GPT, Bard et autres en matière d'intelligence artificielle, le voice commerce. Donc, une autre manière d'interagir finalement avec le digital. Ouais. Et c'est l'invention de Siri et d'Alexa, d'un certain nombre d'interfaces qui ont plus ou moins pris, c'est pas grave, mais qui transforme à nouveau la manière dont on a une relation avec son client, qui doit être beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans le langage naturel. On veut créer moins de barrières vis-à-vis du client. Si je me plonge toujours dans le secteur que je connais très très bien, transport-tourisme, en fait, on passe d'une situation où on avait un masque, tu parlais du Minitel, on avait un masque hyper contraint, origine, destination, est-ce que tu connais ton tarif, est-ce que tu as tes codes de réduction, etc., etc., à une situation où on dit Siri, dit Alexa, peu importe, réserve-moi un billet de train pour Bordeaux dans 2 jours. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as été amené à gérer d'un point de vue stratégique, ces sujets-là, pendant 4 ans à peu près. Tout à fait. C'est une forme de continuité par rapport à Accenture, avec une spécialisation plus forte, revendiquée dans le secteur de la mobilité du voyage, c'est ça ? C'était la continuité avec d'autres acteurs. J'avais déjà fait beaucoup d'international, on n'en a pas parlé, mais j'avais déjà fait beaucoup d'international chez Accenture. Je me suis longtemps occupée du secteur du tourisme au niveau mondial chez Accenture, et j'ai poursuivi ce développement international aussi en rejoignant Oliver Wyman et en m'intéressant d'ailleurs à d'autres entreprises toujours à l'international. Qu'est-ce qui est fait que en 2021, tu as été attiré pour revenir chez ton client initial, pour prendre ce poste à la SNCF? La question, elle est double. C'est pourquoi ça t'a intéressé, ce projet-là? Là, tu rentres, tu es hands-on, comme on dit en anglais. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé? Quelle est ta lettre de mission? En fait, ce qui m'a séduit, c'est d'abord et avant tout le fait qu'on était dans un moment très fort, on est toujours dans un moment très fort de transformation. J'ai évoqué voyagesncf.com, puis ça s'est appelé oui.sncf, et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est une manière de montrer qu'on passe dans une nouvelle dimension. On s'appelle SNCF Connect, l'application et le site s'appelle SNCF Connect, parce qu'on fait quelque chose de différent. Et cette transformation se fait de revendiquer le tout en un des mobilités, de revendiquer une relation différente avec le client, d'accompagner le client au-delà d'une pure transaction commerciale. Il faut se souvenir, voyagesncf.com, c'est de la pure transaction commerciale, il faut optimiser la transaction commerciale. C'est la première fois, pour l'anecdote,
et j'en suis très fière, c'était la première fois en 2001 quand on l'a sorti, qu'un site de e-commerce dans le tourisme, c'est venu après sur les grands sites américains, proposait par défaut le best price. C'est-à-dire qu'on ne vous imposait pas le fait de dire, c'était le cas sur le Minitel et sur les sites d'avant, dire voilà le tarif que je revendique. Non, on vous proposait d'office, en fonction de votre situation, vous avez tel âge, vous avez une carte, pas une carte, le meilleur tarif disponible. Et donc là, c'était vraiment optimiser la transaction commerciale. Là, on passe dans une autre dimension, parce que ça, on l'a très bien fait, qui est d'accompagner le client de bout en bout, parce que la transaction commerciale maintenant, c'est bon, mais par contre, il faut permettre au client de savoir comment il va faire une mobilité complète en porte à porte, parce que, comme on a l'habitude de le dire chez nous, personne n'habite, ou il y a peu de monde en tout cas, qui habite, travaille ou va en vacances dans une gare. On est d'accord. Donc, c'est finalement, je comprends en filigrane de ce que tu dis, que c'est pour maintenir cette transformation-là et l'accompagner, elle aussi, en fait, encore un temps que tu as accepté, ou que c'est du moins ta lettre de mission, tu as accepté. Mais là, tu es vraiment opérationnel. Est-ce que c'était une notion qui te manquait? Parce que dans le conseil, on n'est pas opérationnel comme les clients le sont eux, puisque le but du conseil, c'est d'apporter son conseil, d'accompagner un peu, peut-être une mise en œuvre opérationnelle dans un temps, mais finalement, être les mains dans le cambouis, c'est quand on est chez le client. Est-ce que c'était ça aussi Alors c'est clairement un sujet qui était important pour moi, que j'avais eu la chance de bien vivre chez Accenture. À la fois, l'exemple voyagesncf.com en est l'illustration, avec cette faculté de passer d'une mission de conseil en stratégie à la mise en œuvre complète, puisqu'on a accompagné assez longuement la création de l'entreprise voyagesncf.com à l'époque, mais aussi dans mes rôles de management et de leadership au sein d'Accenture, puis dans une moindre mesure chez Oliver Wyman, parce que j'étais assez nouvelle, c'était déjà quelque chose que j'avais fait et qui était assez important pour moi d'être très, à la fois dans le développement d'une vision stratégique et aussi dans l'exécution de cette vision stratégique. C'est hyper important pour moi. Et je reviens sur le temps de transformation, parce que là, je me suis beaucoup focalisée en parlant de ce sujet de transformation sur SNCF Connect, mais au-delà de ce que le client peut expérimenter à travers SNCF Connect, on a aussi un enjeu, là, avec le début des années 2020, d'accompagner l'ouverture à la concurrence du marché de la mobilité, en particulier de la mobilité ferroviaire. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et qui nous obligent à considérer nos solutions digitales un peu différemment. Ok. Eh bien, écoute, c'est très clair. Merci pour cette présentation détaillée de ton parcours et d'être revenu sur les éléments saillants qui l'ont composé, et puis on a bien compris en fait le cheminement qui a été le tien jusqu'à obtenir le poste que tu occupes aujourd'hui. On va prendre un peu de hauteur maintenant et on va parler de l'ensemble des mobilités, le marché finalement, le transport ferroviaire de personnes est une des dimensions de la mobilité. Tu as parlé justement d'ouverture à la concurrence. Je le disais en introduction, la mobilité aujourd'hui, elle revêt plein de modalités différentes. C'est quoi ta vision? Comment tu interprètes les changements forts que nous vivons tous, par contrainte ou pas, mais il y a plein de pressions exogènes qui s'appuient sur un acteur comme SNCF Connect, mais tous les autres, et nous-mêmes en tant que consommateurs et acteurs de la mobilité. Comment tu perçois un peu ce marché, entre guillemets? Alors, pour répondre, je vais faire un détour par les 2 à 3 ans qu'on vient de vivre, qui ont été dramatiques pour la mobilité, qui sont les années de pandémie. En fait, on s'est retrouvé dans une situation où, contraint par cette épidémie, on n'a pas pu bouger. On a finalement eu peur de cette mobilité, peur de se retrouver dans des environnements où il y avait beaucoup de monde, donc que ça soit dans des espaces justement de mobilité ou dans des lieux
dans des sites touristiques ou ce genre de choses. Enfin, ça a quand même, pendant quelques mois, quelques années, ça a quand même pas mal transformé la manière dont on considérait nos envies de mobilité. Et ça, quand on est dans le secteur dans lequel je suis, c'est assez préoccupant. Bien sûr. La référence que j'ai en tête, c'est 2001, quand le 11 septembre, le ciel américain se ferme. Et alors, il se ferme que pendant 3 jours, et quand une bonne partie des avions, même dans le reste du monde, restent au sol. Ce sont des moments un peu traumatiques sur lesquels on peut se poser beaucoup de questions. La très bonne nouvelle qu'on a pu constater en particulier l'année dernière, c'est que libérer des contraintes, qu'elles soient imposées par le gouvernement avec les limitations les restrictions de circulation et autres, et soutenues un peu par la manière dont l'épidémie évoluait, les Français sont revenus à la mobilité. C'était un pari que nous on faisait, mais c'était important de le vérifier, donc on a pu le vérifier. Et on le vérifie, je te coupe, excuse-moi, aussi dans les chiffres que la FEVAD vient de publier sur les ventes e-commerce qui sont portées par les services, et dans les services, l'ensemble de ce qui est transport, voyage, au sens général, qui porte la croissance. Ouais. Et ce qui effectivement, pour bien connaître les chiffres de la FEVAD, ce qui l'année précédente était plutôt porté par les biens et services. Exactement. En termes de e-commerce, parce que c'était le moment où chacun achetait en restant chez soi, a beaucoup acheté d'équipements informatiques pour pouvoir travailler de chez soi, ameublement pour pouvoir décorer, parce que tout d'un coup on s'est intéressé à l'endroit où on vivait, parce qu'on y a passé tous beaucoup de temps. Mais donc voilà, les Français sont revenus à la mobilité, donc ça c'est la très bonne nouvelle. Ensuite, tu l'as un peu évoqué, il y a une forme de concurrence en fait entre différents modes de transport. Le train, aujourd'hui, c'est à peu près 10% de la mobilité en France. Donc la mobilité, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, voilà. Le principal, on va le dire comme ça, le principal concurrent, ou en tout cas celui qui a la part du lion dans cette mobilité, c'est la voiture. Bien sûr. La voiture individuelle. Ça se comprend tout à fait, parce qu'il y a des endroits où les transports publics, d'une manière générale, que ça soit ferré ou routier, ne vont pas. Et puis il y a une capillarité que personne n'est capable d'avoir sur le territoire, donc c'est tout à fait logique. Mais même le vélo, qui pourrait assurer une partie de cette capillarité, a encore du chemin à faire, même s'il commence à vraiment progresser. Donc c'est pour nous, acteurs de la mobilité, un véritable enjeu d'arriver à faire basculer, et c'est la raison d'être en fait de SNCF Connect and Tech, innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous, de véritablement faire progresser l'agenda de ces mobilités durables et faire en sorte que cette envie de mobilité retrouvée des Français soit compatible avec nos enjeux collectif en tant que pays, en tant que région européenne. Enfin, c'est beaucoup plus vaste que nos enjeux nationaux, compatibles avec nos réflexions de développement durable, de transition énergétique. Et c'est à nous d'être une force, pour être un petit nudge, pour pousser nos concitoyens, les Français, à aller vers des mobilités durables. Effectivement, en fait, tu le dis de façon très juste, il y a à la fois des impératifs à changer. Si on rembobine 10, 15, 20 ans en arrière, on n'était pas du tout dans les mêmes préoccupations. Comment on faisait pour aller du plus vite d'un point A à un point B, c'était tout. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui viennent chambouler nos habitudes, et la réglementation aussi en fait partie. Puisque pour changer les habitudes, il y a aussi des décisions étatiques ou européennes qui viennent imposer des choses. Je pense par exemple finalement aux liaisons par avion à l'intérieur du pays qui, si elles sont inférieures à 2 heures ou 2 heures et demie, je crois bientôt, elles ne pourront plus avoir lieu parce que le train peut venir proposer une solution alternative qui est plus verte que le transport par avion. Concernant les consommateurs, comment ils évoluent, c'est quoi en fait leur positionnement ?
On pense aussi à l'économie par l'usage, l'utilisation par l'usage, les voitures en free floating, on peut aussi inclure là-dedans le covoiturage, enfin, il y a plein de façons nouvelles par l'usage de consommer le transport. Comment ça s'est perçu par vous à la SNCF ? De façon globale, le consommateur, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que lui-même, il est en train de changer. Et il ne le consomme plus de la même façon. Et il se pose encore beaucoup de questions. Comment vous le percevez, vous, en fait, ces changements ? Alors moi, je vais donner une interprétation très personnelle. Ben ça, c'est très bien. Vas-y. Je pense qu'on prête malheureusement beaucoup trop d'intention et de réflexion aux consommateurs. En particulier sur ce sujet, la transition énergétique. Alors, je vais m'expliquer. En fait, aujourd'hui, le client, il veut deux choses. Il veut quelque chose de simple et quelque chose de pas trop cher. Et en fait, si en plus c'est durable, c'est mieux. On le voit, nous, dans les sondages qu'on est capable de faire de nos différents utilisateurs. Oui, ils mettent assez haut la valeur mobilité durable dans leurs critères, mais ils ont des enjeux de facilité, de est-ce que ça va me permettre d'aller correctement à ma destination ? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser simplement ? Parce qu'on parle de free floating, mais free floating pour des voitures, par exemple, il faut déposer son permis. Et c'est normal, enfin, à un moment, les compagnies qui louent ces voitures, il faut qu'elles soient capables d'identifier le conducteur. D'identifier le conducteur, de s'assurer qu'il a le droit de conduire. Enfin, elles prennent une responsabilité de mettre des gens au volant d'une voiture. Donc, je ne conteste pas ça, mais ça crée des frictions dans la consommation. C'est pas, on ne fait pas ça sur un coup de tête comme ça. Bien sûr, c'est réfléchi. C'est réfléchi, exactement. Et donc, on a cet enjeu d'accessibilité et de faciliter l'accès à toutes ces mobilités durables, et en même temps de les rendre accessibles du point de vue tarifaire. C'est double enjeu, parce que ça reste le critère. La conjoncture actuelle vient renforcer cette sensibilité au prix. Oui. L'inflation est aussi quelque chose qui contribue à rendre ce critère-là important aux yeux des consommateurs. Bien sûr. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je livrais une interprétation personnelle. C'est que régulièrement dans le débat public, on voit il y a une attente de déplacement durable, responsable et autres. Il y a une attente exprimée, mais qui... quand il s'agit de sortir la carte de crédit, en fait, se traduit par je choisis d'abord quelque chose qui répond à mes besoins, qui est facile, accessible, simple, et quelque chose qui rentre dans mon budget. Voilà. Est-ce qu'on peut pour poursuivre cette réflexion-là, aussi affirmer qu'il y a des groupes de consommateurs qui ont des comportements d'achat différents. Peut-être que l'énorme masse se décrit comme tu viens de le faire, c'est-à-dire que la sensibilité au prix est très forte, et qu'il y a un autre groupe qui peut-être a des enjeux économiques moins forts, et pour lesquels la pression du prix est moins forte, et vont cranter petit à petit ces critères de durabilité dans le choix des modalités, des modes de transport. Et là, le sujet de l'accessibilité, de la facilité d'usage redevient un critère essentiel, parce que même si l'enjeu prix n'est pas structurant pour ce petit groupe-là, le fait que ça soit facile et accessible le reste. Mais il y a des très très bonnes études sur le sujet. Le livre de Tesmar et Landier, Le prix de nos valeurs, est excellent là-dessus. Ouais, donc on est quand même sur, comme tu le dis justement, un marché qui est en transformation, qui peut être un peu freiné peut-être par des éléments conjoncturels dans sa transformation, mais qui a quand même quelque chose qui vient, une lame de fond en fait, sur l'usage du transport. Personne ne peut le contredire, je pense, puisque on est sensibilisé à différentes échelles par ces sujets-là. Et alors là-dedans, SNCF Connect, comment ça s'insère ? Pour aller plus loin, tu as commencé à le présenter,
pour aller plus loin dans la proposition de valeur, qu'est-ce que vous faites? Où est la technologie? En quoi elle est source d'innovation pour vous, pour le business, pour les consommateurs? Alors, SNCF Connect, si on reste spécifiquement... commençons par ça. Levons le NTech de notre débat. Donc, SNCF Connect NTech, puisque tu l'as dit, je suis directrice générale de SNCF Connect NTech, ce sont deux activités principales. Une que tout le monde connaît, je vais y revenir, c'est SNCF Connect, c'est de la distribution de mobilité. Et puis, on a une partie qui est le NTech, qui fournit des solutions, des prestations de services, des solutions digitales, technologiques, à nos grands clients, l'essentiel étant constitué par des activités du groupe SNCF, en particulier SNCF Voyageurs, mais également accompagnant d'autres acteurs de la mobilité sur ces sujets. Et évidemment, dans nos prestations technologiques digitales, on a toujours à cœur notre raison d'être, donc innover pour rendre accessibles les mobilités durables à tous. C'est bien ce sujet des mobilités qui nous anime sur la partie technologique. Mais revenons à SNCF Connect, puisque c'est celui que tout le monde connaît. Et tu vas le développer. Avant que tu ne le développes, tu parles des mobilités quand on... Ouais. Je vais enfoncer une porte ouverte. Enfin, quand on pense à SNCF, on pense d'abord au train. Bah oui, il y a SNCF dans le nom, donc c'est normal. Peut-être qu'on va aller penser aux autobus. Mais ça va s'arrêter là. Eh bien non, justement, c'est là où j'arrive à ma description de SNCF Connect. Donc j'ai dit tout à l'heure, voyagesncf.com, on a optimisé la transaction commerciale et c'était focalisé sur le train. Avec SNCF Connect, on est sur le tout-en-un des mobilités. Et le tout-en-un des mobilités, ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus uniquement au ferroviaire, mais on inclut l'ensemble des mobilités de bout en bout, parce qu'à nouveau, on n'habite pas dans une gare, on ne va pas travailler dans une gare. Alors, pour être très concret, ça veut dire que tu vas... je prends un exemple, on est aujourd'hui à Paris, je veux me rendre à Aix-en-Provence, mais pas à la gare d'Aix-en-Provence, un petit peu plus loin. Quelque part, je vais avoir la solution pour partir de chez moi, aller jusqu'à la gare de Lyon à Paris, et puis avec une solution pour m'amener dans le petit village à côté d'Aix-en-Provence. Exactement. Alors aujourd'hui, ce que l'on fournit déjà, et ce depuis le lancement, c'est la faculté d'avoir des itinéraires de bout en bout. On rentre une adresse, on va à une autre adresse, et on fournit l'itinéraire de bout en bout avec la nature des transports qui peuvent être utilisés, avec différents scénarios d'itinéraire, des combinaisons de ferroviaires, de bus longue distance, toutes les formes possibles et imaginables de mobilité. Et puis, depuis quelques semaines, on embarque la faculté d'acheter, non seulement les billets de train, ça on l'embarque depuis le début, mais le fait d'acheter des transports locaux. Alors, je ne vais pas prendre Aix-en-Provence parce que je connais pas bien la région d'Aix-en-Provence, mais m'étant penché sur la zone autour d'Avignon, si je veux aller à Saint-Saturnin d'Avignon, alors en plus il y a une gare TER, donc c'est pas drôle, mais je peux très bien prendre le TGV jusqu'à la gare d'Avignon et prendre un bus de la gare d'Avignon. Un bus qui est opéré par la SNCF ? Eh bien, je n'en sais rien. Et voilà, en fait, ça veut dire qu'en fait, ça n'est pas lié okay. à des prestations de transport qui seraient opérées par le groupe. C'est véritablement des accords qu'on a signés avec les autorités organisatrices ou les opérateurs de transport locaux, de manière à promouvoir justement des mobilités durables, donc en l'occurrence des transports collectifs routiers, et pas que routiers, puisqu'on a des trams également, les transports collectifs des zones en question. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on amène des clients jusqu'à une gare, en fait, on risque de les remettre dans des voitures ensuite. Parce qu'à nouveau, leur destination, c'est pas la gare. Et pour favoriser le fait qu'ils continuent à avoir un parcours vert, eh bien, en fait, il faut qu'on leur donne des solutions. Il faut que ces solutions soient facilement accessibles. Donc aujourd'hui, vous arrivez à la gare d'Avignon. Et il y a quelqu'un qui l'a testé il y a pas plus tard que 2 jours. Vous arrivez à la gare d'Avignon, on va vous proposer
sur votre téléphone, on va vous dire, vous arrivez en gare d'Avignon, si vous le souhaitez, on peut vous proposer le bus et on vous explique comment acheter, quel type de billet vous pouvez acheter. Donc tu payes ton billet sur l'application. Sur l'application, sans aucun problème. Et pourquoi c'est utile et pourquoi ça rentre dans les catégories de l'accessibilité dont je parlais tout à l'heure et de la simplicité d'usage. Parce que quand on va dans une ville qu'on ne connaît pas, et qu'on se dit, ah, quand même, moi je veux prendre les transports en commun parce que ça a l'air plus simple, c'est super, etc. Comment on sait comment on achète un billet? Comment on sait quels sont les billets qui sont accessibles? En fait, on se dit, ah ben tiens, je vais sortir de la gare. Où est l'arrêt du bus? Et là, tu veux dire que l'application, elle est capable de dire, quand tu sors de la gare, tu suis à pied tel itinéraire et limite, il y a une carte qui te dit comment faire, ou tu as les indications pour dire faut rejoindre. On renvoie vers une carte, mais en fait, c'est exactement ça, c'est de dire, voilà, il y a un arrêt de bus, bon, c'est super, mais une fois qu'on est à l'arrêt de bus... Dans combien de temps il arrive? Alors, on a pour ceux qui publient leurs horaires, on a les horaires, effectivement. Mais en fait, est-ce que je peux acheter mon billet dans le bus? Dans le bus, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut que j'aille à un guichet? Est-ce qu'il faut que j'aille à une borne? Donc tout ça, on le résout, on l'enlève, et en fait, vous dites, ah bah c'est super, je vais pouvoir prendre un bus parce que ça me permet d'aller jusqu'à ma destination. Et t'as acheté avec ton téléphone. Et voilà. Ok, donc c'est fluide. Et c'est fluide, voilà. Ça, c'est... Alors, souvent, quand on dit que un service est simple, c'est que derrière, il y a une notion assez compliquée de mise en œuvre opérationnelle. C'est le principe du canard, ça a l'air toujours très fluide à la surface, il navigue et en dessous ça pédale. Voilà, et ben en fait j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ce que ça veut dire pour SNCF Connect, de mettre ça de façon opérationnelle pour le compte des consommateurs. C'est là où véritablement je pense que la brique technologique vient servir l'expérience utilisateur. Et alors là, en plus, on bénéficie d'une chance extraordinaire ou d'un partenaire de qualité. C'est que dans l'écosystème des startups françaises et de la French Tech, il y a des acteurs qui sont déjà penchés sur ce type de questions. Et typiquement, on travaille pour l'accès aux transports locaux. On travaille avec une startup qui s'appelle Airweb, qui est une startup française, qui nous rend le travail un peu plus facile. Ils ont fait une partie du boulot pour nous. C'est-à-dire qu'eux ont des accords avec les différents systèmes des différents transporteurs locaux. Donc ils ont un maillage national. Ils ont un maillage très fin. Et en fait, on s'appuie sur eux, ce qui nous permet de ne réaliser qu'une seule connexion technologique qui est vis-à-vis de leur plateforme. De leur plateforme à eux. De manière à justement avoir les bus de Maubeuge, les bus d'Avignon, les bus d'Angoulême. Et ça nous évite de nous adapter à chacun des systèmes. Donc il nous facilite le travail. À l'inverse, que nous reste-t-il à faire? C'est à mettre en valeur l'offre de ces différentes villes et de ces différents réseaux urbains, de manière à ce que nos clients comprennent ce qu'ils peuvent faire. Donc avoir les plans d'accès, de circulation de ces transports, mettre en valeur les offres tarifaires pour que chacun comprenne s'il vaut mieux prendre un billet individuel ou un pass journée ou ce genre de choses. Voilà, du coup notre job redevient celui d'un e-commerçant en fait. Bien sûr, et on va revenir sur la notion de e-commerce. Mais juste pour rester concret sur le bus que je vais prendre à Avignon pour me rendre à Saint-Saturnin d'Avignon. À Saint-Saturnin sur d'Avignon. Il y a un enjeu de preuve d'achat oui. du billet. Oui. Tu me disais, moi, en arrivant à Avignon, mon app, je dis ça, je tiens mon téléphone en même temps, elle me dit, voilà, il faut que tu te rendes à tel arrêt de bus pour prendre cette correspondance par autobus. Et j'achète le billet sur mon téléphone. J'ai donc, j'imagine, sur mon écran, la preuve d'achat que c'est fait. Qui se matérialise par un QR code. Ça veut dire que la compagnie de bus a elle-même un device qui permet de scanner ça. Et ça, c'était déjà le cas. Il a fallu déployer cette solution-là. C'est là où Airweb nous aide, parce qu'en fait, ils avaient déjà résolu cette complexité avant. D'accord. Et c'est ce qui nous permet d'aller assez vite dans le déploiement. Aujourd'hui, on a 22 réseaux, 22 agglomérations qui couvrent à peu près 500 communes en France. Et notre ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et d'ajouter de nouveaux réseaux. Et on va le faire facilement grâce à Airweb. Ok, donc merci pour cette précision. Justement, sur le côté commerce,
C'est quoi le business model? En fait, il y a plein de questions qui me viennent derrière, puisque toute cette fluidité dans l'usage, pour le consommateur, implique des investissements technologiques, entre autres, derrière. Comment ça se répercute ou pas sur le prix? Est-ce que c'est comment on fait quand on s'appelle SNCF et qu'on veut faire ce genre de mise en œuvre? Il y a des partenaires, mais ils ne travaillent pas gratos non plus. Donc, est-ce qu'il y a une incidence là-dessus? Comment, finalement, les flux financiers de paiement sont captés? Et comment ils sont redistribués? C'est parce que les compagnies locales, elles, doivent bien toucher leur part de tout ça. Je pense que le paiement est un enjeu fort, critique, les flux là-dedans, non? Je me trompe? Comment ça fonctionne tout ça? Le paiement est un enjeu, mais plus pour la facilité d'usage, on pourra y revenir. En fait, on a un business model, SNCF Connect a un business model très simple. Nous sommes une agence de voyage. D'accord. Donc nous avons une rémunération d'agence de voyage. Et sur la base de cette rémunération, qui n'est pas très élevée, mais qui est celle du secteur, il faut qu'on maximise l'impact des investissements qu'on est capable de faire et de nos dépenses technologiques, tout en prenant en compte la mission qui nous anime, je ne la martèle pas une nouvelle fois, mais qui va être aussi d'accompagner nos clients au maximum. Et on le fait aussi parce que pour nous, c'est un angle de fidélisation de nos clients. Plus on va être pertinent pour nos clients, plus on va les accompagner, plus dans des situations perturbées ou autres, on va leur proposer des solutions ou en tout cas leur donner la bonne information, plus on est convaincu que ça va les inciter à revenir acheter auprès de nous lors d'un besoin à venir. Donc ça c'est le sujet principal. Et donc en matière de flux financiers, les flux financiers sont ceux d'une agence de voyage assez classique qui touche une commission au passage des flux financiers. Et à l'inverse, je parlais de paiement et de dire que c'est un sujet très important dans la facilité d'usage pour nos clients. On l'a vu lorsqu'on a mis en place par exemple Apple Pay sur SNCF Connect cet été. Quand on n'en a pas parlé, mais on a un usage de nos clients qui est très application centrique. On a beaucoup de nos transactions qui passent par des devices mobiles, que ce soit des téléphones mobiles ou des tablettes. C'est quoi la proportion? Alors, ça dépend ce qu'on regarde, si on regarde les euros ou si on regarde les transactions. Oui, parce que c'est pas la même chose. Tu as les informations sur les deux? On est à peu près moitié-moitié sur le volume d'affaires généré par le web versus l'application. Et on a en transactions, on est sur un nombre bien supérieur de transactions qui passent par l'application. Alors tu vas me dire pourquoi il y a un tel écart entre T'achètes tes petits trajets plus facilement? Voilà, c'est ça. Le TER, c'est plus facile à acheter sur une application parce que j'arrive le matin à la gare, paf, j'achète, c'est beaucoup plus facile. Et puis par contre, quand on achète un truc compliqué ou on part en vacances avec toute la famille ou avec des amis, on se pose devant son écran. C'est un acte d'achat plus réfléchi et moins impulsif. On comprend bien pourquoi. C'est quoi les volumes je sais pas, de voyage, c'est quoi l'unité de compte? Je vais citer des chiffres, c'est des chiffres qui sont un peu énormes. Oui, mais c'est bien, c'est pour donner aussi un peu la dimension. En 2022, on a eu 14,2 millions de clients qui ont fait au moins une transaction sur SNCF Connect. 190 millions de billets vendus. Sur l'app et le site web. Oui, surtout. 190 millions. Oui, 190 millions. C'est pour ça que j'ai dit que les 14,2 ont fait au moins un achat. On est à plus de 500 000 par jour, un truc comme ça. On est à plus de 500 000 par jour, tout à fait. Et on a eu, parce que je l'ai dit, on ne fait pas que de la transaction, on fait aussi de l'accompagnement client. On a eu sur toute l'année 2022 plus d'1 milliard de visites, sites et apps confondus. Et avec plutôt une croissance dans l'année, puisque nos 3 derniers mois et puis le mois de janvier 2023 étaient à plus de 100 millions de visites par mois
sur nos sites et nos apps. Ça représente combien de milliards de volume d'affaires, tout ça? Sur l'année 2022, on dépasse les 6 milliards d'euros de volume d'affaires. Ah, c'est énorme. Ça donne vraiment la mesure c'est quoi? Finalement, SNCF Connect, c'est quoi? C'est dans le top 20 des e-commerce en français Ah oui, c'est plus que dans le top 20. Ouais. Oui. on va pas commencer à compter qui est sur le podium, mais oui, c'est plus que le top 20 ouais, c'est ça. Là, quand on entend ces chiffres, il y a forcément la question de la solidité des infrastructures derrière. Les volumes, et en plus de ça, là c'est lissé sur l'année, il y a des pics monstrueux selon des éléments de saisonnalité. Comment on fait pour s'assurer de la solidité de l'infrastructure technologique qui est derrière? Alors, c'est une préoccupation constante et tout pic d'activité est anticipé, enfin tout pic d'activité normal, parce qu'il y a des pics d'activité anormales, mais tout pic d'activité normal est anticipé. Et surtout, on a fait tout un travail en 2021 qui visait à basculer nos infrastructures sur le cloud, de manière à ne plus dimensionner nos infrastructures. Ça fait partie aussi de notre responsabilité au titre du numérique, de ne plus dimensionner nos infrastructures sur nos pics, parce qu'en fait, on avait des serveurs qui dormaient une partie de l'année. Et puis, on n'était pas nécessairement capable de scaler, pour parler de manière un peu horrible. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. On n'était pas capable de scaler très très haut non plus, donc c'est un compromis. Donc on est passé dans le cloud et force est de constater que ça a été extrêmement efficace sur les différents pics d'activité qu'on a pu connaître, en particulier en fin d'année. Les pics d'activité chez nous, alors il y a eu des pics d'activité à l'époque Covid, chaque fois que Emmanuel Macron parlait, en fait on avait l'impression que les Français regardaient la télé et les allocutions d'Emmanuel Macron avec un doigt sur ma prochaine Reza de train. Mais maintenant que Emmanuel Macron ne prend plus la parole pour ce genre de sujet, on est revenu sur des pics d'activité que j'appelle normales, qui sont constitués par les ouvertures des ventes. Par exemple, quand on annonce l'ouverture des ventes pour les vacances de Noël, en plus cette année, les Noël étaient positionnés de telle manière que les week-ends étaient stratégiques. Et donc tout le monde avait envie de partir le même jour, mais c'est vrai pour les vacances de Noël, c'est vrai aussi pour les vacances dites d'hiver, là, les vacances de février, celles qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que là aussi tout le monde veut le samedi. Voilà. Et on comprend bien que les périodes de vacances sont des pics d'activité. Et donc on est capable de monter à x3 par rapport à la moyenne que tu as citée. Et en plus, quand je dis x3, c'est sur la journée, mais en fait on a un vrai pic à l'ouverture. Ouais. On a, il y a des SLA de fou, non, avec les opérateurs pour se garantir la disponibilité des serveurs. Et à nouveau, c'est quelque chose qui se prépare, parce que même si on est sur du cloud, donc c'est plus scalable que des infrastructures on-premise, ça se prépare, ça s'anticipe, ça se pilote. C'est-à-dire que quand on fait une ouverture des ventes, en fait, on a 60, 80 personnes qui sont autour d'un call à 4-5 heures du matin, en attendant que les clients arrivent pour vérifier que tout va être prêt pour l'arrivée des clients. Ah, c'est formidable, incroyable. On va reparler de l'offre finalement. Comment, puisque en tant qu'e-commerçant, tu as une offre à vendre, donc il faut sourcer cette offre, on voit bien d'où elle vient. On va voir comment ça s'organise peut-être un peu plus en détail, juste pour finir sur les dimensions techniques et revenir sur la partie paiement. Comment vous faites? Vous n'avez pas un seul prestataire de paiement ou comment ça fonctionne? Parce que tous ces flux-là, ces 6 milliards, ils passent dans plusieurs tuyaux. On n'a pas un seul système. Comment ça fonctionne? Du point de vue paiement, si. Enfin, c'est pas lié au volume. Enfin, les prestataires de paiement finalement sont en petit nombre sur le marché.
et donc qui sont habitués à gérer des flux extrêmement importants. Le paiement est pas notre goulet d'étranglement. À l'inverse, et si je reviens sur le paiement, parce que je suis pas allée au bout de mon sujet tout à l'heure, quand on a mis en place Apple Pay donc, cet été, on a vu que on avait d'abord une adoption très très rapide de nos clients de ce type de solution facile et surtout un meilleur taux de conversion pour les clients qui utilisaient ce type de paiement. Pourquoi ? Parce que en fait, la réglementation a ajouté beaucoup de contraintes et on peut comprendre d'où viennent ces contraintes, et en particulier le 3DS, avec, quand vous êtes dans une application, finalement, on est dans l'application, on dit je saisis ma carte de crédit. Il faut valider le paiement sur son application bancaire. Et on sort de son application de commerce, on va dans l'application bancaire. On revient, on sait pas, on n'est pas sûr. Enfin, il y a beaucoup. Il y a une crispation. Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes qui se créent chez le client. Des solutions comme Apple Pay, en fait, permettent de résoudre, de cacher cette partie-là, et finalement de ne jamais sortir de l'application du commerçant pour valider ce paiement. Et du coup, ça améliore énormément la conversion. Mais justement, sur les moyens de paiement, quels sont ceux que vous donnez en dehors d'Apple Pay, de la carte bancaire traditionnelle? Quels sont les autres moyens de paiement que vous proposez? Pourquoi je te pose la question? Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs du BNPL, du oui. Buy Now, Pay Later, le paiement fractionné. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez, qui est ou pas? Et sinon, est-ce que ça peut l'être? Il y a aussi le paiement par virement qui fait son arrivée. C'est quoi les moyens de paiement? Alors, les moyens de paiement sont d'abord essentiellement centrés sur la carte bancaire et sur toutes les modalités autour de la carte bancaire qui prend différentes formes. Avec donc toutes ces variantes, type Apple Pay et autres. On s'est attaché à ajouter un certain nombre de moyens de paiement là, au cours de l'année. Les chèques vacances dématérialisés. C'était quelque chose que nos clients attendaient avec impatience et en même temps qui a besoin de grandir. Je m'explique, jusqu'à maintenant, nos utilisateurs recevaient de la part de leur employeur ou de leur comité d'entreprise des chèques papier, chèques vacances à utiliser pour acheter des séjours, des transports, voilà. Parfois payer des restaurants. Bon. Et ces chèques papier, en fait, quand vous vouliez acheter du train en particulier, vous pouviez les utiliser qu'au guichet. Ce qui amène à faire la queue juste pour utiliser ces chèques. T'as pas besoin de convaincre qui que ce soit sur le fait que ce soit pas le machin le plus fluide et que dans l'air du temps. Et donc depuis peu, l'Association nationale des chèques vacances propose des chèques vacances dématérialisés qui sont encore peu adoptés à la fois par les employeurs et les comités d'entreprise, mais les versions papier sont digitalisables. Donc ce sont ces versions digitalisables et les chèques vacances émis digitalisés qu'on est capable d'accepter. Et sincèrement, là aussi, on a vu un taux d'adoption supérieur à ce qu'on attendait dès le lancement, avec un grand nombre d'usages, en particulier pour l'été. Ça, c'était la nouvelle de juste avant l'été dernier. On a travaillé aussi avec un certain nombre d'acteurs des budgets mobilité. Alors, les budgets mobilité, c'est un truc qui a été créé par la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui s'est beaucoup préoccupée de comment les entreprises peuvent favoriser pour leurs salariés, pour leurs collaborateurs, l'usage des mobilités durables. Et donc, ils ont créé 2 dispositifs, un qui s'appelle le forfait de mobilité durable et un autre qui s'appelle le crédit mobilité. Je vais essayer de les expliquer de manière simple parce que ils rapide. Le forfait de mobilité durable, alors je vais le résumer de manière un peu lapidaire, c'est le ticket restaurant de la mobilité. C'est-à-dire qu'on accorde à l'entreprise la faculté de subventionner de la mobilité durable. Par contre, ça ne peut pas s'ajouter au remboursement de l'abonnement de transport que chacun d'entre nous est susceptible d'avoir. C'est vraiment pour faire basculer de la voiture au transport, une mobilité durable.
Donc il y a des supports de cartes qui permettent de charger ces forfaits de mobilité durable et on les accepte sur SNCF Connect. De la même manière, le crédit mobilité, c'est quoi ? J'essaie de plaider un peu aussi pour mes mobilités durables au passage. C'est la faculté pour un employeur de remplacer l'allocation qu'il donne à un salarié en vue d'acheter, enfin de disposer d'une voiture de fonction, et de le remplacer par un crédit de mobilité qu'il peut utiliser soit pour consommer du train, de la voiture, de la voiture de location en l'occurrence, du vélo, que sais-je, enfin toute forme de mobilité. Et donc ça aussi, ça vient s'ajouter dans les modes de paiement. Exactement. D'accord. Il y en a d'autres ? Et alors, à ce stade, il y en a pas d'autres. On travaille évidemment sur tout ce qui peut continuer à augmenter notre panel de moyens de paiement. Et on y arrivera là en 2023. Il y aura aussi des nouveautés sur ce plan. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Merci Anne pour ce détail de finalement la proposition de valeur de SNCF Connect. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Le consommateur, il est quand même au centre de vos préoccupations. Plus que jamais, il faut prendre soin de lui. L'acquisition, c'est pas forcément automatique, ça l'est de moins en moins. Il faut le rendre, j'imagine, satisfait bien sûr, mais peut-être encore plus que ça, de son expérience avec SNCF Connect. Comment vous faites ? Quel rôle joue le CRM, la data là-dedans ? Comment vous prenez la parole ? J'ai l'impression de devoir faire une dissertation. Non, de façon très simple. Commençons par le début. Le CRM, c'est un enjeu fort. Oui. Comment vous l'activez ? Comment vous communiquez avec ce CRM auprès de vos clients ? Comment vous les segmentez ? Les clients n'ont pas tous les mêmes comportements d'achat. Les générations jeunes, probablement, consomment plus de mobilité courte, plus âgée, plus longue. Enfin, tu vois, c'est des clichés peut-être que j'ai en tête. Comment c'est utilisé finalement tout ça ? Alors, donc on a 14,2 millions de clients et c'est 190 millions de billets vendus sur 2022. Autant dire qu'on a une très grande richesse de données. On a la faculté de comprendre beaucoup de choses de nos clients et en même temps, ça nous laisse avec plein de points d'interrogation. C'est ça qui est magique. Et effectivement, on essaie d'approcher nos clients de manière rationnelle par rapport à leurs usages de nos services, leur manière d'acheter. Alors, que te dire, j'ai envie de dire qu'on fait du CRM... on fait du CRM comme on doit le faire, c'est-à-dire qu'on a des cibles clients très claires, on sait celles que l'on doit travailler, celles que l'on doit faire grandir, on a une compréhension de la mobilité de nos clients qui est assez intéressante. Alors tu disais... Peut-être que les jeunes, c'est des trajets plus courts. Voilà. Alors, déjà, on a une clientèle qui est assez jeune, structurellement. On va dire c'est assez normal puisqu'on est dans le digital, mais on a une clientèle qui ne cesse de rajeunir d'une certaine manière. Les jeunes voyagent beaucoup, en fait, chez nous, font beaucoup de trajets. Les familles, on le voit, et ça va avec notre sujet des achats de tout à l'heure, et c'est un achat plus réfléchi. Les familles sont plus parcimonieuses dans leurs déplacements, en famille, justement. Les seniors, si on parle des seniors, c'est ceux qu'on a vu revenir le plus tard des effets de la pandémie, et là aussi on peut le comprendre. Donc on a cette faculté de comprendre effectivement, soit par tranche d'âge. Il va y avoir des activations différentes d'un point de vue communication, prise de parole vis-à-vis des segments. En fonction de nos différentes cibles et de nos différents Comment segments. la donnée, l'énorme masse de données que vous avez est exploitée ? Est-ce qu'il y a des technologies ? Est-ce que l'IA est un sujet qui vient vous titiller un peu pour l'exploitation de ces données ? Alors tout nous titille et à tel point que, à titre personnel, quand je suis arrivée, j'ai tenu à créer une direction qu'on a appelée Data et Performance pour montrer justement l'importance de ce sujet data dans notre activité au sein de l'entreprise.
et faire beaucoup plus levier sur ce... C'est quoi les objectifs de cette direction ? Les objectifs de cette direction, c'est de... la manière dont je le résume à la personne qui est en charge, je ne sais pas si elle nous écoutera, mais elle connaît par cœur ma phrase. Jusqu'à maintenant, on sait expliquer ce que l'on a fait de bien et pourquoi on l'a bien fait. Je veux qu'elle soit en mesure de me dire comment ça va se passer demain, et à partir de ce qui s'est bien passé ou pas, arriver à piloter et à me dire exactement où on va atterrir sur chacun des segments. Un travail de prédiction, en quelque sorte. Beaucoup de prédiction, ouais, c'est ça. Beaucoup de prédiction. Et alors là, pour ouvrir, tu vois, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on enregistre. Pour ouvrir sur le sujet de la prise de parole au sens communication, comment vous faites ? C'est quoi les axes de réflexion ? Quelle est la stratégie ? Les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui vient s'intégrer dans une stratégie globale ? Comment on fait pour parler de soi, attirer à soi les Français ? C'est pas forcément... C'est de moins en moins évident, tu vois. A priori, il y a l'ouverture à la concurrence, il y a plusieurs types de modes de transport. Il faut les convaincre de venir. Donc, il faut s'adresser à ces consommateurs potentiels. Comment on fait pour orchestrer cette prise de parole ? Tous les leviers, tous les médias sont bons. Au moment du lancement, on a accompagné ça de différentes campagnes, qu'elles soient digitales, qu'elles soient offline. On utilise tous les médias, les réseaux sociaux. On essaie de ne rien laisser échapper à nos antennes. Et même chose, il faut arriver à cibler ça en fonction des temps forts de nos clients, de nos propres temps forts. Par exemple, nos ouvertures des ventes, finalement, c'est quelque chose où on va vouloir un peu plus prendre la parole, et on le fait. C'est toute cette alchimie qui est important de construire. J'imagine que c'est suivi comme le lait sur le feu. Justement, il y a un point que je voulais évoquer tout à l'heure et je l'ai oublié, mais je vais revenir dessus quand même. Justement, l'offre, oui. L'ouverture des ventes. Comment ça... Parce que il n'y a pas que le TGV, il y a plein d'autres trains qui existent. Comment c'est organisé ? C'est un peu différent d'un site de e-commerce plus traditionnel. C'est prévu longtemps à l'avance. Comment on fait pour gérer ça ? Alors, en tant que distributeur, parce que nous, on n'est que distributeur, c'est pas nous qui concevons le plan de transport. Non, bien sûr, j'imagine, c'était pas ça ma question. Mais comment on vous le fournit, quoi ? Et comment vous le mettez en avant ? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en fait, voilà, on construit pas le plan de transport, on construit pas l'offre tarifaire, et c'est à nous de le mettre en valeur, de mettre en valeur des destinations. On travaille avec d'ailleurs un certain nombre d'offices du tourisme ou de CRT dans un certain nombre de régions pour mettre en valeur les destinations et susciter des envies. On a une offre... Tu as raison de dire qu'il y a toutes sortes de trains et toutes sortes de mobilités chez nous, parce qu'en fait, on a le TGV Paris-Lyon qui est là, et en même temps, on a le train jaune des Pyrénées, qui est autant un TER et donc une liaison régionale classique qui est presque de la mobilité domicile-travail, mais qui est aussi un train touristique absolument incroyable, puisque c'est un des rares trains, je crois, qui a des voitures découvertes. D'accord, en fait, sans toit. C'est-à-dire sans toit. Enfin, il y a des décapotables. Et voilà, exactement. Donc il y a des voitures avec toit et des voitures sans toit, mais ça permet de voir le paysage différemment. En plus, il traverse des paysages absolument incroyables. Donc en fait, on a toutes sortes de... La mobilité peut être la destination elle-même, comme c'est le cas dans le cadre du train jaune. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à le mettre en scène. On a des équipes incroyables. Je parlais d'expertise tout à l'heure. On a des expertises tech, mais on a aussi des expertises d'animation commerciale, de gestion commerciale, de marketing, qui sont là pour mettre en valeur cette offre. Et on le fait pas uniquement à l'occasion des ouvertures des ventes, mais on le fait tout au long de l'année, parce qu'au moment de l'ouverture des ventes, si je reprends mes exemples, en particulier de l'hiver, en fait, on sait quels sont les trains qui vont être pleins tout de suite.
faut juste faire savoir que c'est ouvert. Mais il y a plein d'autres destinations à mettre en avant, il y a plein d'autres trains à remplir, il n'y a pas que les trains de la neige. Et ça, c'est un effort quotidien des équipes. Et c'est leur expertise. Ça veut dire que finalement, j'imagine, quand je t'écoute parler, que tu viens peut-être reventiler le panel d'expertise et de talent qu'il y a à l'intérieur de SNCF Connect pour répondre à ces nouveaux besoins. C'est un enjeu fort, ça aussi. C'est un enjeu très très fort et l'enjeu c'est bien celui de vendre l'ensemble de l'offre et de ne pas se focaliser sur les best-sellers. Ça, c'est ce qui est la logique d'ailleurs du e-commerce. Le e-commerce depuis le début c'est la promesse d'aller vers la longue traîne, donc c'est bien notre logique. Anne, merci 1000 fois pour cet échange passionnant, qui m'a passionné. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc important qu'on n'a pas évoqué que tu aurais aimé dire? J'ai l'impression qu'on a évoqué quand même beaucoup de sujets. On a balayé très très large. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange, la qualité de cet échange. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support qu'il apporte à cet épisode et au podcast. Merci à vous les auditeurs de votre fidélité et merci 1000 fois pour les messages d'encouragement que vous me faites parvenir. Ça me motive à continuer plus que jamais. Anne, merci encore de m'avoir reçu dans les bureaux de SNCF Connect. C'était un plaisir. Voilà. Merci pour cet échange encore une fois et à bientôt.